Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, je reçois Sophie Catuogno, CEO du groupe ACS Steel. Elle nous partage ses engagements en faveur d'un avenir énergétique plus vert et sa vision de l'avenir de l'industrie. Comment transformer son activité pour atteindre l'objectif zéro carbone ? En quoi les usages permettent le développement d'un mix énergétique ? Ou encore comment s'y prendre pour proposer des solutions toujours plus décarbonées ? Sophie nous éclaire sur sa vision de la complémentarité des énergies renouvelables. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Sophie, je suis ravi de t'accueillir ici de nouveau au Mixi, salon dédié au mix énergétique bas carbone. C'est un sujet qui est au cœur de ton activité puisque tu es la CEO du groupe ACS Steel, dont fait partie Steely. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le cœur de ton activité ? Avec plaisir Laurent. L'histoire du groupe ACS Steel est un peu particulière puisqu'il y a un côté cœur dans l'histoire. Ouais. L'entreprise ACS Atelier Chaudronnerie de Sassenage a été créée il y a 20 ans par mon papa. Entreprise familiale, du Absolument, coup. C'est une entreprise familiale. Moi j'ai racheté la structure il y a 6 ans et j'ai pris la suite Ouais. avec un parcours un peu atypique puisque banquière de profession et la vie a voulu que je vienne travailler dans l'industrie. Sans regret ? Sans regret. Ok. Non, au contraire. J'étais, si tu veux, pour moi, la banque a toujours été purement alimentaire Ouais. et l'industrie, je suis tombée amoureuse de l'industrie. Chers amis banquiers. Voilà. Mais on en a besoin. Mais évidemment. Donc du coup, tu as repris l'entreprise et tu as donc même fait émerger de nouvelles innovations au sein de l'entreprise avec la création de Steely, c'est bien ça ? C'est ça. ACS, pour continuer, était déjà investi dans la décarbonation depuis le début, puisque notre cœur de métier et notre grand savoir-faire, c'est l'hydroélectricité. Donc, quand on parle d'ENR, on était en plein dedans. Oui, carrément. Et puis, c'est des valeurs qui nous représentent vraiment. Et donc, suite au plan de relance et aux 7 milliards annoncés dans le cadre du plan de relance pour développer la filière hydrogène, on a commencé à se dire qu'à un moment donné, si cette filière voulait se développer, en gros, l'idée, c'était de faire baisser les coûts pour que l'hydrogène coûte moins cher pour les consommateurs. Oui, oui. Et donc, faire baisser les coûts, ça veut dire aussi faire baisser les coûts de la partie métallique des systèmes concernant la mobilité et puis la décarbonation au sens large du terme des industries. Donc j'ai pris mon petit sac et je suis partie voir les acteurs de l'hydrogène en leur expliquant ce qu'on comptait faire, à savoir les accompagner sur la partie de la standardisation et de l'industrialisation de la partie métallique, de tout ce qui est gaz, biogaz et particulièrement l'hydrogène. Et effectivement, on m'a dit que c'était intéressant et qu'effectivement qu'il y avait un truc à faire. Ouais. J'ai déposé une demande de subvention, chose qu'on ne connaissait absolument pas chez ACS, comme je te le rappelle, entreprise de 20 ans bien installée. Et donc, j'ai déposé une demande de subvention en expliquant ce que je comptais faire à l'État et à notre région. J'ai créé Steely en même temps, ça c'était fin 2020. Et on a eu l'heureuse surprise, 3 mois après, d'obtenir une très belle subvention qui nous a encouragés dans cette démarche et qui nous a permis de développer un projet concret, puisque donc l'atelier de Steely, la construction vient de démarrer il y a 1 mois. On investit dans des machines plutôt très modernes et on espère avoir notre atelier 4.0 d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle la transformation finalement d'une entreprise parce que au départ, tu es un acteur historique de la chaudronnerie, de la tuyauterie et donc tu as transformé ton activité aussi pour partir sur finalement le chemin de la politique zéro carbone. On parle là d'énergie plus propre. C'est quoi ? C'est une vision que tu as, c'est une sensibilité aussi que tu peux avoir, c'est aussi économique, enfin c'est peut-être un ensemble de tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu pars dans cette filière-là ? Alors très sincèrement, il fallait qu'on fasse preuve de résilience parce que la chaudronnerie traditionnelle était menée à mal par la concurrence internationale, plus le Covid, etc. Et puis effectivement, on a des valeurs, on a une forte sensibilité à l'environnement chez ACS depuis le début, comme je te le disais, avec l'hydroélectricité. Et on a vu une opportunité économique. Donc tous ces facteurs mêlés, Steely est né. Pour ma curiosité, l'hydroélectricité, c'est comme ça qu'on l'appelle, aujourd'hui, comment ça se porte ? Parce que finalement, on en entend moins parler. En tout cas, moi, j'en entends moins parler. Est-ce que finalement, c'est un effet de mode et que c'est mis de côté ? Est-ce que c'est trop cher ? Enfin, pourquoi on en entend moins parler ? Alors c'est une grande question que je me pose aussi, pour tout te dire, parce que je trouve que c'est fort dommage, parce que c'est quand même une ENR plutôt très très propre qui est vraiment verte au sens large du terme. Après,
Je pense aussi qu'il n'y a plus énormément de place en France pour construire de nouveaux grands barrages, pour qu'il y ait de nouveaux grands projets. Donc c'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être un effet de mode aussi, mais je pense que c'est aussi une question de place. Et effectivement, on parle plus de gaz, biogaz, mais pourtant l'hydroélectricité... Ça marche. Ça marche. Alors, on peut dire que donc, tu t'es lancé dans l'accompagnement des entreprises sur la route, peut-être la longue route d'ailleurs du zéro carbone. Concrètement, quels sont les types de solutions, de propositions que Steely propose auprès de ses clients pour passer au vert ? En fait, on est là pour accompagner particulièrement les entreprises au niveau de la mobilité hydrogène. Comme je te le disais, l'objectif, c'est de faire baisser les coûts. Pour te donner un exemple très concret, on a l'un de nos clients donneurs d'ordre importants dans la filière qui nous a demandé de l'accompagner dans la conception de la partie métallique de sa station, puisque jusqu'à il y a peu, toutes ces constructions étaient plutôt faites de manière artisanale, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de développement de la filière. Et on les a accompagnés, on a conçu la partie métallique de leur station à hydrogène. Et puis après, on a fabriqué les 7 stations qui leur avaient été commandées par la région dans le cadre du projet Impulsion. Ok, ouais, très clair. Alors, très clair, pourtant, l'électrification, notamment des véhicules individuels ou des transports collectifs, est de plus en plus un sujet d'actualité. Quel rôle les biogaz et l'hydrogène, pour laquelle tu t'investis beaucoup, quel rôle ont à jouer dans un monde qui s'électrifie de plus en plus ? Tu sais, je pense qu'il n'y a pas une vérité. En fait, quand on parle de mix énergétique, c'est vraiment dans tous les domaines et dans le domaine de la mobilité aussi. À savoir que c'est pas parce qu'on travaille dans l'hydrogène qu'il n'y aura plus de véhicules électriques. C'est pas du tout ça. C'est diverses solutions qui vont se développer et exister. Pour l'instant, l'hydrogène s'oriente plus sur la partie véhicule professionnel. Je pense que sur la partie véhicule de particulier, ça mettra un peu plus de temps. Mais c'est un vrai mix énergétique C'est un vrai mix énergétique et pour l'ensemble des entreprises que j'ai interviewées sur le mix, c'est vraiment la prise de conscience. C'est-à-dire que le mix énergétique fait partie effectivement du jeu. Il n'y a pas l'un contre l'autre. Je pense qu'on me parlait des usages également. Je crois que les usages contribuent aussi à ce que ce mix énergétique puisse rentrer totalement dans la partie. Absolument, Laurent. Merci pour toutes ces précisions, Sophie. On comprend bien à travers tes propos que Steely est la nouvelle-née d'ACS Steel. Elle est pourtant déjà bien installée. C'est quoi tes ambitions par la suite ? Est-ce que finalement c'est d'avoir un marché plus large, un marché européen ? Tu me disais en préparant cet entretien finalement que tu travaillais aussi avec Schneider Electric. Est-ce que c'est un élément qui est clé dans ton développement ? En tout cas, Schneider nous accompagne, ça c'est clair, on en est très contents. On a eu l'opportunité de connaître les personnalités de Schneider et du coup, ils nous ont un peu pris sous leur aile. Ils nous ont accompagnés dans la mise en place de notre atelier sur la partie Lean. Et là, on va se lancer dans une nouvelle mission puisqu'ils vont nous accompagner sur la mise en place de capteurs pour améliorer justement la partie énergétique de notre futur bâtiment. Effectivement, ils nous soutiennent et on en est enchantés parce que c'est en plus une très belle entreprise grenobloise et française. Bon, Sophie, merci là encore, c'est très très clair. Tu es une belle PME, tu travailles comme tu le disais avec un grand groupe international qui est Schneider Electric. C'est ça aussi la clé de réussite, il n'y a pas de taille, il y a simplement des projets et un écosystème. Absolument, Laurent, c'est ce qui est assez merveilleux en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui sont en train de tomber et qu'on n'est plus à réfléchir en termes de taille, mais plutôt en termes de projets et puis de cohésion, que ce soit régionale ou nationale. Et on est la preuve vivante que des grands donneurs d'ordre comme Schneider peuvent tout à fait accompagner des PME comme la mienne et les aider à se développer. Et puis là, on parle de transition énergétique. Alors justement, je crois que la transition énergétique, c'est plus une question, c'est un impératif. Steely est à la fois un intégrateur et un concepteur de solutions avec des équipes multi-compétences. Et justement, comment on recrute finalement toujours plus de nouveaux talents pour avancer dans une entreprise aussi innovante, puisque vous partez d'une industrie chaudronnerie, une industrie peut-être qui propose d'autres métiers. Comment fait-on pour finalement avoir les bonnes compétences pour répondre à ces innovations ? C'est un grand sujet dans lequel on est actuellement. Et effectivement, pour nous, c'est un vrai challenge parce qu'on intègre des métiers qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément. Mais oui. Donc, comment fait-on ? On s'entoure. On a la chance d'être en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a beaucoup de soutien de la région, de Pôle emploi. On travaille aussi avec des gros donneurs d'ordre qui nous conseillent et nous orientent. Donc voilà, mais effectivement, tu as raison. Et puis il y a aussi
Une question importante, c'est va-t-on réussir, alors je ne parle pas forcément pour Steely, mais je parle pour toutes les entreprises qui sont dans l'environnement actuellement comme la mienne, va-t-on réussir à trouver tous les talents qu'on cherche parce qu'il y a un problème de formation. Très clairement. Donc c'est un vaste sujet actuellement. Et donc pour que tous ensemble on réussisse cette transition énergétique et à décarboner notre belle planète, il faut absolument que l'État nous aide à trouver et développer des talents. Parce que sinon... voilà. Les bonnes compétences. Absolument, quoi. les bonnes compétences. Les bonnes compétences en plus sur le territoire. C'est des compétences qui doivent être sur le territoire. Exactement. Alors pour illustrer encore un peu plus tes propos, non pas forcément sur la partie compétences au cœur de l'entreprise, et on a bien compris que c'était hyper important, mais plus sur finalement des exemples concrets de projets que tu as réalisés avec Steely qui vont dans le sens de la neutralité carbone. Est-ce que tu as 2-3 exemples à nous proposer pour qu'on puisse se projeter sur quelle valeur ajoutée le Steely auprès de ses clients ? Alors comme je l'évoquais avec toi tout à l'heure, le plus bel exemple qu'on a, c'est cette collaboration avec ce fameux client pour qui on a conçu et fabriqué les 7 stations qui vont être éparpillées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, on se lance dans quelque chose qu'on ne faisait pas avant et qui s'appelle la R&D. Et c'est assez magique parce que alors nous, on imagine des choses. Là, tu vois, actuellement, on est en train de développer un projet qui nous tient à cœur avec le CEA. En fabriquant, justement, en construisant ces fameuses 7 stations, on s'est rendu compte d'une problématique que pouvait rencontrer, alors pas ce client-là, mais le biogaz au sens large du terme. On a réfléchi à une solution et on la développe avec le CEA. On est actuellement aussi en train de développer et de travailler sur des sujets avec notre nouveau partenaire et mon nouvel associé qui est le groupe IDEC. Donc voilà. Ça avance. Absolument, ça avance. C'est des alliances pour être encore un peu plus fort, j'imagine. Tout à fait. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. On arrive au terme de ce podcast. Une dernière question. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à l'entreprise qui souhaite prendre la route de la décarbonation ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il reste encore des entreprises qui ne prennent pas cette route-là ? Mais si toutefois, tu avais un conseil ou deux à partager à des entreprises qui nous écouteraient et qui veulent vraiment prendre la route de la décarbonation ? Alors, il y a encore des entreprises qui ne prennent pas, qui n'ont pas conscience, mais ça va venir parce que de toute façon, c'est un incontournable. Il n'y a absolument pas de choix. Moi, j'aurais tendance à se dire, faut pas se mettre de barrière. Qu'on soit une PME ou un gros donneur d'ordre, il y a des solutions. Alors, il faut être réaliste, ça coûte cher, mine de rien. Mais il y a des solutions qui existent en fonction des tailles. Il y a des aides. On a, comme je te disais tout à l'heure, la chance d'être en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a des aides. Ne pas hésiter et se mettre des barrières, aller voir des gros donneurs d'ordre pour prendre des conseils. Tout à fait. Absolument, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on va y aller petit à petit à notre rythme. Effectivement, on n'a pas les mêmes moyens que les grands donneurs d'ordre, mais il y a déjà des solutions. Et puis après, c'est une manière de penser. Il y a des solutions qui ne coûtent absolument rien. Par exemple, réfléchir à que faire de ces déchets, juste faire le tri. Ça paraît bête et ça coûte rien. Et puis inculquer ça à ses salariés. Moi, mes salariés, ils sont enchantés et ils ont vraiment l'impression qu'on sert à quelque chose. Et c'est formidable parce que moi, je pense que la décarbonation a une vocation plus économique actuellement. Mais on va tous dans le bon sens. Culturel aussi. Et culturel. Je pense que la culture d'entreprise qui passe par là, c'est un élément clé. Il y a des valeurs. Je pense que ça dénote plein de valeurs différentes et on est tous ensemble dans la même direction, à savoir aller vers le zéro émission. Bon, merci Sophie. Merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire depuis le Mixi, un format proposé par Schneider Electric. Avec grand plaisir. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.